capsule est focalisée sur un élément essentiel de la phase d'identification, à savoir l'analyse de contexte participative. Comme vous avez pu le voir lors de l'intervention de Régis Blanc de l'ONG Helvetas, une mauvaise analyse de contexte peut faire totalement capoter votre projet, voire même engendrer de forts impacts négatifs dans le périmètre d'intervention de votre projet. Dans cette capsule, nous verrons donc ce que signifie une analyse de contexte qui intervient lors de la première phase du cycle de projet, la phase d'identification. Si, à ce stade, la notion de cycle de projet et ses principales phases n'est pas claire pour vous, je vous invite à revisualiser la première capsule de ce cursus dédiée au cycle de projet. Vous vous situez donc au bloc 1 du cursus, dédié à l'analyse de contexte, et à ce stade, vous êtes dans une posture d'observation, d'identification. À l'issue de cette capsule, vous saurez distinguer les différents niveaux de contexte à analyser pour votre projet de coopération ou d'entreprise solidaire. Vous connaîtrez les éléments clés de l'approche dite du Do No Harm, une approche sensible au conflit, et vous saurez identifier la plus-value d'une approche participative, que ce soit en atelier ou en focus group. Bon, très bien, mais par contexte, qu'entend-on exactement? En fait, il n'y a pas de définition unanime. Retenons que par contexte, on entend tout ce qui touche, de près ou de loin, à votre projet ou à votre entreprise et qui peut l'influencer, positivement ou négativement. En réalité, il y a plusieurs niveaux de contexte. Selon certains ouvrages, on peut en compter jusqu'à 5. Mais dans les cas qui nous intéressent, à savoir la création de projets de solidarité internationale ou la création d'entreprises sociales et solidaires, on peut pour l'heure se contenter de distinguer 2 niveaux de projet. Un contexte général, qu'il faut connaître, voire influencer, et le contexte spécifique au projet, qu'il faudra quant à lui maîtriser. Les éléments du contexte général sont multiples. Politique, socioculturel, historique, religieux, législatif, géographique, voire géomorphologique. En effet, un projet ne sera pas forcément le même en région montagneuse et en région de plaine. Vous devez avoir une connaissance minimale, si pas plus, de tous ces éléments qui concernent même de loin votre projet. Ils peuvent être obtenus via des études à réaliser ou, heureusement, via de nombreuses données à disposition, telles que les fiches pays établies périodiquement par des instances internationales, par exemple. Il existe un outil d'analyse du contexte généralement relativement simple, qui est particulièrement utile pour les projets d'entreprise. Il est connu sous l'acronyme PESTEL. Chacune des lettres est simplement le début du thème qui doit être traité dans l'analyse. La littérature est vaste sur le sujet et une simple recherche sur un navigateur internet vous permettra, pour celles et ceux qui souhaitent en connaître plus, de vous plonger dans cette analyse. Concernant le contexte du projet, son étude se fait idéalement selon une évaluation, certains diront un diagnostic, ou d'autres encore une analyse, dans tous les cas participative. Très bien. Prenez vos stylos, soyez prêts à noter minutieusement la liste des tâches à accomplir lors d'une analyse de contexte participative. Non, je plaisante évidemment. Une analyse de contexte participative ne se résume pas à une liste de tâches. Il ne consiste pas en une recette de cuisine à suivre à la lettre. Cependant, elle repose sur un certain nombre de principes et de bonnes pratiques, et certains outils ont prouvé leur plus-value au fil du temps. Je vous propose donc de parcourir ces principes et outils en les mettant en relation avec la capsule d'Helvetas, dans laquelle Régis Blanc nous présentait les ratés d'un projet mis en œuvre au Niger. Dans son intervention, M. Blanc nous disait que les autorités locales, politiques et coutumières n'avaient jamais été impliquées. Ces autorités font partie intégrante du contexte du projet, qui est à maîtriser. Il est donc évident qu'elles puissent être réticentes à soutenir un projet auquel elles ne croient pas. Le projet a ensuite proposé des activités totalement déconnectées du contexte local, telles que des ventes de savon dans une région inondée par les produits bon marché du pays voisin, ou encore par le don de chèvres dans un contexte ne s'y prêtant pas. Une manière relativement simple pour traiter de ces aspects est la tenue d'ateliers participatifs, ou si nécessaire de focus group, ainsi que la réalisation d'une cartographie d'acteurs. Nous y reviendrons. M. Blanc nous disait également que le projet avait été conçu puis mis en œuvre sans jamais questionner l'hypothèse de départ. Comme nous le verrons dans la suite du cursus, un projet de coopération vise un changement. Mais pour qu'il y ait changement, encore faut-il identifier comment ce dernier peut être induit, dans quelle chaîne de causalité il se situe. Pour définir cela, nous pouvons utiliser un outil intitulé l'arbre à problème. Finalement, il s'est avéré que le projet présenté ne soutenait qu'une catégorie
de la population et qu'il pouvait de plus entraîner des effets pervers. Afin d'éviter cela, un concept clé doit être mis en pratique dès la phase d'identification, le concept du do no harm, que je vous propose d'approfondir. Le do no harm, ne pas causer de préjudice en français, est une approche sensible au conflit qui est essentielle dans des contextes que vous ne connaissez pas et qu'il est intéressant d'appliquer, quel que soit le contexte, à partir du moment où des jeux d'acteurs ont lieu dans le milieu où votre projet est réalisé. Cet outil permet, dès la phase d'identification, de prendre en compte les facteurs sociaux, politiques ou encore économiques et culturels qui influenceront votre projet et que votre projet va influencer en bien ou en mal. Il permet de questionner les dynamiques locales, d'identifier les tensions potentiellement existantes ou encore de mettre en avant des risques de polarisation, tous ces éléments pouvant influencer des dynamiques conflictuelles autour de votre projet et en lien avec ce dernier. Ce que je vous invite à retenir dès à présent, c'est tout d'abord qu'un projet n'est jamais neutre. Où que vous réalisiez votre projet, quoi que vous fassiez, quelle que soit sa taille ou son volume financier, un nouveau projet va toujours entraîner un grand changement, un grand impact dans les dynamiques locales de sa zone de réalisation. Des attentes vont être créées, des enjeux de pouvoir peuvent être exacerbés. Un autre élément dont il faut être conscient, c'est qu'un projet va toujours entraîner des effets inattendus, dont certains peuvent être indésirables. Il se peut même, dans le pire des cas, et malgré toutes vos bonnes intentions, que votre projet vienne renforcer des inégalités préexistantes. En lien avec ces constats, je vous invite à toujours vous poser les questions clés suivantes lorsque vous analysez votre contexte. Premièrement, posez-vous la question, quels sont les facteurs de division et au contraire de connexion qui préexistent dans le contexte de votre projet? Appliquée au cas d'Helvetas, cette interrogation aurait sans doute permis de constater que les personnes émigrées n'avaient pas une bonne image dans le contexte local et que donc un projet visant à les appuyer devrait tout d'abord agir sur cette représentation avant de venir exclusivement en aide à cette catégorie de population, par exemple. Ensuite, quel sera le lien entre le contexte et votre projet? Comment l'un et l'autre vont-ils s'influencer? Si dans un contexte donné, vous identifiez par exemple qu'il y a de très forts enjeux liés aux relations de genre et que malgré cela vous organisez des sessions de formation uniquement destinées aux femmes, il y a fort à parier qu'au moment de la remise des diplômes, très peu d'entre elles oseront ou pourront venir. Vous aurez donc non seulement créé de grandes frustrations au niveau des personnes formées qui n'auront pas pu recevoir leur diplôme, mais vous aurez de plus renforcé des tensions préexistantes, entre les couples par exemple. Les dernières questions reviennent à identifier en quoi le projet pourra soutenir ce qu'on appelle les connecteurs, à savoir les facteurs de connexion préexistants, permettant d'instaurer un climat de paix et un espace de dialogue, et au contraire, de quelle manière le projet risquera d'exacerber la tension préexistante. L'aboutissement de ces questionnements sera évidemment de réévaluer votre projet et dans le cas où les facteurs de division sont renforcés, d'identifier comment le redéfinir. L'ensemble de ces questionnements, ainsi que les autres questions clés à se poser, telles que qui sont les acteurs en place, quels sont leurs rôles, quels sont les problèmes préexistants, comment développer telle ou telle activité génératrice de revenus, peuvent être posées dans le cadre d'ateliers participatifs. Dans le cadre de ces ateliers, qui peuvent être menés à bâton rompu, sous forme de brainstorming, à l'aide de supports tels que flipcharts et post-it, en utilisant des approches empruntées à l'éducation populaire, l'enjeu sera non seulement de faire ressortir le maximum d'informations de la part des parties prenantes, mais également et surtout de co-construire les grandes lignes de votre projet. Dans cette image, issue d'un cas réel de projet de gestion des déchets au Sénégal, une vaste panoplie d'acteurs communaux, allant de représentants de la commune, des groupements de promotion féminine, les GPF, jusqu'aux services d'hygiène, en passant par les acteurs économiques et les autorités coutumières, se sont réunis afin de fixer les grandes lignes du futur plan stratégique de gestion des déchets porté par la commune. Il peut parfois arriver que le contexte ne permette pas à chacun de s'exprimer. Dans ce cas, il est recommandé de réaliser des focus groups, afin de pouvoir obtenir les avis de chacune des parties de la population, tout d'abord de manière individuelle, avant de passer en atelier. Dans les images qui se sont affichées, toujours issues du même projet, un focus group à gauche a été réalisé avec des présidentes de GPF, permettant par exemple d'identifier les problèmes liés à la propreté des quartiers et au grand rôle que jouent les femmes dans la gestion des déchets, du ménage. Et un autre focus group a été réalisé à droite avec les membres de la principale entreprise de collecte des déchets existante, avec dans ce cas un focus sur les aspects de viabilité financière du modèle de gestion des déchets à mettre en place.
dédié participatif, deux outils ont notamment fait leurs preuves. La cartographie des acteurs, dont voici un modèle parmi d'autres. Cet outil permet d'identifier les acteurs du contexte du projet, de se questionner sur leur rôle, leurs intérêts par rapport au projet, leur éventuel pouvoir d'influence ou encore les interactions que ces acteurs ont entre eux, et l'ARMA Problème, qui est un autre outil intéressant d'analyse participative. Il permet de se questionner sur le problème principal sur lequel votre projet va agir et d'identifier les causes sous-jacentes au problème principal, ainsi que sur les multiples effets négatifs induits. Je ne vous en dis pas plus, car chacun de ces outils vous est détaillé dans des capsules spécifiques de ce bloc. Cette capsule était particulièrement longue, j'en suis conscient et je vous félicite si vous avez pu la suivre jusqu'ici dans son intégralité. Il me reste à vous proposer un bref récapitulatif des éléments clés vus ensemble et des pièges à éviter. Tout d'abord, souvenons-nous que chaque contexte est toujours spécifique. Quelle que soit votre connaissance du pays, de la région, le contexte du projet doit être analysé. Il n'y a donc pas de copier-coller possible. Un bon projet, réalisé dans une région voisine, peut totalement rater si son contexte spécifique n'est pas analysé. Aucun projet n'est neutre. Quelles que soient vos intentions, il y a toujours des changements inattendus qu'il faudra pouvoir saisir et analyser. Pour cela, l'approche du no harm permet, dans une phase précoce, de prendre les précautions nécessaires en vue de maximiser les effets positifs potentiels et limiter les effets négatifs. Et finalement, une approche participative, malgré le temps et l'énergie qu'elle vous coûtera, représente toujours un premier pas essentiel en vue d'une bonne identification du contexte et d'une appropriation de votre projet par les personnes concernées, que ce soit lors de sa construction, lors de sa mise en œuvre ou après son achèvement. Très bien, vous êtes arrivé à la fin de cette capsule dédiée à l'analyse de contexte participative. Pour aller plus loin, il vous reste désormais à visionner les deux prochaines capsules du cursus qui vous présenteront en détail deux outils que vous pourrez mettre en pratique. Une capsule dédiée à la cartographie des acteurs, un outil vous permettant de représenter les différents acteurs de votre contexte d'intervention et de visualiser les champs de tension, les intérêts ou encore les pouvoirs d'influence que chaque acteur peut avoir sur votre projet, puis une capsule dédiée à l'ARMA Problème qui représente un outil permettant de cibler le problème principal sur lequel votre projet cherche à agir, mais aussi et surtout d'en définir les multiples causes et sous-causes, ainsi que les multiples conséquences. Avant de vous quitter, je vous invite à prendre connaissance du document Do No Harm, édité par la DDC, et de passer votre projet au crible de ce concept, afin d'éviter au maximum de créer des effets négatifs involontaires lors du démarrage de votre projet. Ce document est donc disponible sur la plateforme AgoraKit. Je vous invite également à revisionner cette capsule, si vous le jugez nécessaire, avant de vous lancer dans le visionnage des capsules présentant en détail deux outils d'identification que vous serez invité à mettre en pratique par la suite. Félicitations pour votre engagement, je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine capsule.